Alors, pour vous laisser le temps de digérer un peu les images, parce que c'est un film quand même plein d'informations qui nécessitent du temps pour digérer, je vais vous raconter certaines choses sur le film, et notamment l'auteur de ce film, c'est Gert-Jan Ulster, c'est un réalisateur néerlandais qui est né en 72, c'est là d'ailleurs où l'histoire des Pays-Bas a commencé. Je vais peut-être, si on peut baisser un petit peu, voilà, ça sera, merci. Et pourquoi il a fait ce film? On peut se poser la question. Et en fait, il a fait ce film parce que, en tant que maire adjoint, il fait partie du conseil municipal d'Haarlem, une grande ville près d'Amsterdam. Il était confronté au fait que les gens s'expriment souvent négativement sur le vélo. Ah, c'est le vélo qui traîne partout dans la rue, parce qu'il faut savoir qu'aux Pays-Bas, les vélos sont absolument partout. Ils ne font pas toujours ce qu'il faut faire, les gens râlent beaucoup. Et en fait, il dit, mais on ne voit pas le positif. On n'entend jamais quelqu'un dire que le vélo c'est bien. Ça apporte beaucoup de choses bien pour la société. Et il s'est dit, il faut peut-être que j'en fasse un film. Parce que si je vais écrire une histoire, cette histoire va encore atterrir dans un tiroir, on va pas introduire. Et un film, ça touche. Un film, ça transmet des images, ça vous touche plus personnellement. C'est le but de ce film. Et pourquoi? Parce que quand on se rend compte du positif du film, on se rend compte qu'on a une énorme richesse aux Pays-Bas. Et moi, je suis franco-hollandais, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai vécu exactement la moitié de ma vie aux Pays-Bas, de 0 à 23 ans. Et ensuite, de 23 ans jusqu'à 46, j'ai vécu en France. J'ai vraiment une bonne comparaison entre ce qu'on fait là-bas et ce qu'on fait ici. Il dit, il faut qu'on montre ça pour qu'on se rende compte de cette richesse. Et cette richesse, vous venez de le voir. Et voilà, j'ouvre la parole, plutôt que de continuer de vous raconter ce film, pour que vous me posiez des questions. Qu'est-ce qui vous a frappé? Quelles questions avez-vous envie de poser sur ce film? Que ce soit de couleur, que ce soit de musique, que ce soit des observations. Je crois qu'il y a un autre micro qui peut peut-être tourner. Est-ce qu'il y a un autre micro? Alors Fred, est-ce que tu peux nous donner le micro-baladeur, s'il te plaît, pour faciliter nos échanges avec le public, qui va, j'espère, se joindre à nous. Venez. C'est une discussion. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire... Ah, il y a un autre micro ici. Ah, c'est super. Parce qu'en fait, cette discussion, c'est pas que une discussion intellectuelle comme ça. C'est une discussion qui parle de votre vie. C'est une discussion qui parle de votre bonheur. C'est une discussion qui parle de la transformation de votre vie qui est en train d'avoir lieu ici autour de nous. Donc profitez-en pour intervenir. Le micro est arrivé? Sinon, alors je vous donne directement le micro. Ça va être plus facile. Bonjour, merci beaucoup. Alors, la question est adressée à vous, plus particulièrement. C'est quoi votre prénom? Stein. Alors, Stein. Dans le film, on a l'impression. Alors, bon, le film est super. J'ai tout à fait adhéré. Je fais du vélo tous les jours, donc je suis pas pour que des choses de ma ville. Mais c'est pas ma question. La question est la suivante. Donc, dans le film, on a l'impression que la culture du vélo et la culture cyclable, elle est presque consubstantielle aux Pays-Bas, comme si par nature les Hollandais aimaient faire du vélo et pratiquer ça au quotidien de leur plus jeune âge jusqu'au tombeau. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, il me semble. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le vélo s'est développé aux Pays-Bas depuis une cinquantaine d'années? Parce que à ce que je sais, la part modale du vélo, elle était pas meilleure aux Pays-Bas qu'en France dans les années 70. Et il y a les décisions politiques qui ont fait que les villes ont été aménagées de manière à accueillir le vélo et à encourager la pratique du vélo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, s'il vous plaît, en tant que ressortissant hollandais? Merci pour cette très belle question, qui est une question clé. Parce que souvent, on pense effectivement que, y compris moi-même d'ailleurs, que ce que vous venez de voir dans le film, c'est la culture. C'est d'ailleurs quand moi je commence à parler du vélo en tant que franco-hollandais, on dit toujours, oui mais Stein, mais c'est notre culture, c'est ça. On dit littéralement, ça a été comme ça de toute éternité chez vous. Je cite un député qui m'a dit ça dans un débat public. En fait, la réponse, c'est non. Ça a commencé en 1973. Il y a eu 3 événements qui ont mené à ce changement. Tout d'abord, les Néerlandais, ils ont eu assez de l'encombrement du développement de l'automobile. Comme partout, on
on adorait l'automobile parce que c'était la liberté, c'était le pétrole pas cher, il était possible de développer le transport en voiture massivement, et du coup le résultat, tout était transformé en autoroute et en parking. Toutes les places, même la place de l'hôtel-ville, tout était parking. Et ça commence à bien faire. Ça causait aussi beaucoup d'insécurité routière, beaucoup d'accidents. Ça a été le deuxième événement. Il y a un journaliste dans le journal Le Temps, The Tide, qui a perdu son fils dans un accident. Il était sur un vélo, il a été percuté par une voiture, il est décédé. Et ça arrivait de plus en plus. En 71, il y a eu 400 enfants qui sont décédés comme ça. Il a dit, ça suffit. J'écris un article et il a intitulé « Stop au meurtre des enfants ». Et cet article a eu un tel retentissement dans les Pays-Bas qu'il y a eu beaucoup de citoyens qui se sont constitués en association qui s'appelle « Stop the Kindermord », Stop au meurtre des enfants. Et enfin, il y a eu 73, le choc pétrolier. Les pays producteurs ont fermé le robinet, il y avait l'embargo, donc il n'y avait plus de pétrole aux Pays-Bas. Le pétrole était devenu 10 fois plus cher, c'était plus possible d'en acheter. Et donc le gouvernement s'est dit, on a un vrai problème là. Il faut qu'on devienne autonome, il faut qu'on se développe d'autres moyens, des alternatives à la voiture. Et donc, sous cette pression du peuple qui voulait un changement, et sous ce problème énergétique, le gouvernement, c'était Yoko Dana à l'époque, le chef du gouvernement a dit il faut qu'on développe les vélos. Et donc ils ont commencé à travailler dans 2 villes, Tilburg et La Haye, et ils ont lancé des projets pilotes, donc des plans vélos, comme aujourd'hui en France. Et ils ont testé ça, et je vais vous dire que c'était pas évident, parce que vous savez qui étaient contre, c'était les commerçants. Ils n'y croyaient pas du tout. Et enfin, à Delft, il y a d'autres villes qui ont commencé à tester aussi, et c'est à Delft, une autre ville aux Pays-Bas, qui est la première ville où ils ont réussi à vraiment créer le réseau. Donc toutes les pistes se connectaient. Et là, le vélo a pris. La sauce a pris, comme on dit. Et à partir de là, ça a été progressivement généralisé aux Pays-Bas. Et si je vous ai donné mon âge tout à l'heure, c'est-à-dire 2 fois 23 égale 46 ans, c'est pour vous dire que ce que vous venez de voir dans le film, ce n'est pas le résultat d'une culture très ancienne. Bien au contraire, c'est le résultat d'une décision politique qui a été faite par des politiques courageux qui ont fait le choix de la qualité de vie et qui ont fait le choix de l'autonomie énergétique. Donc, ce film est en fait une invitation à vous pour dire, samedi, est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en fait, bonjour et bravo encore pour ce très beau documentaire. Et merci de le partager avec nous, c'est un vrai plaisir. Juste une remarque par rapport au sujet d'avant. Alors, je ne suis pas du tout économiste, mais votre exposé me fait penser que peut-être que la Hollande avait aussi la chance de ne pas être producteur de voitures. À ma connaissance, il n'y a pas de marque de voiture hollandaise. Et alors que la France est constructeur et l'État français est impliqué dans la construction de voitures et la promotion de la voiture depuis très longtemps. Et je pense que c'est un des gros vecteurs du blocage historique et du retard qu'on a sûrement accumulé, c'est que l'État était lui-même motivé à ce que la voiture continue de se répandre partout. Enfin, ça a peut-être aidé à ce que les choses ne changent pas. Donc, aujourd'hui, le mouvement est plus grave et plus large que simplement l'emploi qui est engendré par le secteur, l'industrie automobile. Et donc, j'ai espoir que les choses changent plus vite. Mais ça me faisait penser à ça. L'autre chose, c'est que donc, je suis cycliste aussi au quotidien. Et en fait, ce que votre documentaire expose parfaitement, c'est des choses que c'est de manière très exhaustive tout ce que moi je peux vivre aujourd'hui à Paris en tant que cycliste. Et en fait, mon message, ma remarque, c'est que peut-être maintenant il faudrait faire le même documentaire en France, à Paris, pour aussi faire taire toute cette négativité qui entoure le vélo. Moi aujourd'hui, quand je parle du vélo avec les gens autour de moi qui ne font pas de vélo, c'est-à-dire quel documentaire faudrait-il faire? Il faudrait faire exactement le même, mais en France, en interrogeant des Français qui roulent en vélo. Enfin, en gros, je pense qu'on pourrait avoir à peu près, alors dans des proportions moindres, mais en fait, moi, en utilisant le vélo tous les jours à Paris,
je constate tous les effets positifs qui sont présentés dans votre documentaire. Et de certaine manière, je me ferai le même ambassadeur du même message positif. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens que je côtoie qui ne font pas de vélo vont tous avoir le réflexe de dire il n'y a pas assez de pistes cyclables, c'est dangereux. Je vais vous répondre à ces deux questions. Pour ce documentaire, oui, je pense que moi je ne suis pas le seul à avoir envie de faire ce documentaire. On va faire un documentaire en fait qui a été fait par 4 hommes. Ils se sont donné une année à temps plein pour le faire. Donc c'est beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail derrière. Mais c'est une excellente idée. Et peut-être qu'il y a des personnes ici dans la salle qui sont motivées par ce film et qui trouveront peut-être aujourd'hui, en nous écoutant, d'autres personnes qui seraient prêtes à le faire. Je pense que nous sommes en train de faire ce documentaire en live, là, pendant que nous parlons. Parce que cette discussion que nous sommes en train d'avoir maintenant a déjà commencé l'année dernière quand la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, a lancé le baromètre des villes cyclables. Et le baromètre des villes cyclables, c'est une enquête nationale lancée par la FUB qui demande à tous les Français est-ce que vous trouvez cette ville cyclable ou pas? Donc les villes où vous faites du vélo, que ce soit les villes où vous habitez ou les villes que vous traversez. Et en fait, ils espéraient 25 000 réponses sur toute la France parce qu'on pense toujours que c'est très difficile. Il y a eu 113 000 répondants, dont 9 000, je crois, qui ne sont même pas cyclistes. Donc il y a une vraie aspiration parce que ça change. Les gens ont pour la première fois envie de s'exprimer nationalement sur ce sujet. Je crois que c'est le début d'une enquête, parce que c'est le début d'un documentaire, qui est maintenant en train, à travers le grand débat, en train de ressortir, parce que du coup, la FUB, la fédération qui regroupe toutes les associations vélo en de France, a ressorti toutes ces observations qui ont été données. Et dans ces observations, moi j'ai épluché, par exemple, les observations qui étaient données au Fontenay-Rose, où j'habite. J'ai beaucoup appris. Que les gens ils veulent du stationnement vélo, ils veulent que les voitures roulent moins vite, ils veulent que les enfants surtout puissent aller en sécurité à vélo à l'école. Donc je pense que c'est en cours. L'autre argument que vous avez donné, le lobby des voitures, vous avez tout à fait raison. C'est parce qu'il y a en France des constructeurs automobiles qui sont extrêmement puissants. Le lobby automobile en général est très riche, a beaucoup d'avocats qui fonctionnent au niveau national, international. Alors que la European Cycling Federation, c'est peut-être 4 personnes qui font ce travail parce qu'il n'y a pas le même argent derrière. Je vais vous donner un chiffre. C'est le chiffre 1500. 1500, c'est le nombre d'euros que vous payez en moyenne quand vous achetez une voiture en termes de publicité. L'industrie qui dépense le plus d'argent à la publicité, c'est l'industrie automobile. Vous vous rendez compte, quand vous achetez une voiture, vous avez payé 1500 € juste pour que le constructeur vous dise que c'est bien d'acheter une voiture. Mais il faut ça parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas évident de vendre des voitures parce que ça coûte énormément d'argent, c'est compliqué à garer, il faut le stocker, il faut l'assurer, il faut l'entretenir, bref. Ça coûte 6 000 € par an en moyenne, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, juste une anecdote, en discutant avec les réalisateurs, qui est d'ailleurs aujourd'hui en train de faire un documentaire sur comment les Pays-Bas en sont arrivés là. Et en fait, il m'a raconté que aujourd'hui, on pense tous que la voiture, c'est le déplacement de base, mais à l'époque, pour l'industrie automobile, c'était très compliqué de convaincre les gens à se déplacer en voiture. Parce que les gens, quand ils faisaient du vélo et de la marche, cheval, quand ils ont vu arriver ces voitures, ils se sont dit non, c'est compliqué, ça fait beaucoup de bruit, c'est dangereux, ça coûte cher. Et en fait, c'est l'industrie automobile qui a, par exemple, donné de l'argent gratuitement pour grillager les aires de jeu des enfants, soi-disant pour protéger les enfants des parents. Mais en réalité, pourquoi ils ont fait ça? Pour libérer la route pour les voitures. Et ça a marché, ça a fonctionné. Et comme ça, petit à petit, depuis les années 40, 50, 60, les 30 glorieuses, cette philosophie s'est installée et qui a donné le résultat qu'aujourd'hui, on pense que le déplacement par défaut, c'est en voiture, alors qu'en ville aujourd'hui, jusqu'à 5 km, il vaut mieux prendre le vélo parce que c'est plus rapide. Sauf bien sûr si vous voulez déplacer des objets lourds. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
des remarques. Bonjour, merci beaucoup pour le documentaire, il était vraiment très très intéressant. Moi je vis du vélo, je vis pour le vélo, je rêve de vélo, donc je suis dedans. Et je pense que les voitures, en fait, elles tuent aussi beaucoup de gens. La pollution, ça tue 50 000 personnes par an. Du coup, une voiture, c'est toxique. Comme la cigarette, comme l'alcool, ça devrait être interdit de faire de la publicité pour les voitures. Je comprends pas pourquoi on ne voit pas des publicités pour les vélos. Il n'y a pas que Decathlon qui fabrique des vélos. Il fasse un peu de promotion du vélo un peu plus. C'est le cercle, c'est une bonne question. C'est le cercle vicieux. C'est quand on ne s'exprime pas auprès de nos politiques. Les politiques ne vont pas créer des politiques cyclables. Du coup, il ne va pas y avoir des cyclistes qui ne vont pas demander plus de pistes cyclables. Et c'est comme ça qu'on tourne en rond. Moi, souvent, par exemple, je parle aux gens, je dis, est-ce que vous faites du vélo? On dit, oui, chez moi, à la campagne, pas ici, où j'habite, dans la région parisienne, parce que c'est trop dangereux, je n'ose pas. Mais si cette personne osait quand même, par exemple, en suivant un cycliste expérimenté, du coup, il aurait plus de cyclistes. Si une autre personne le fait aussi, et une deuxième, et une troisième, une quatrième, et ainsi de suite, du coup, on arrive à générer ce qu'on appelle la sécurité par le nombre. Parce que c'est en se décourageant, en se disant que je ne peux pas faire du vélo, parce que si on ne peut pas faire du vélo, du coup, on va rester dans la situation où on croit que le vélo, c'est l'exception et c'est trop dangereux. Alors qu'en réalité, plus on fait du vélo, moins c'est dangereux justement, plus c'est sécurisant. Donc c'est un peu ça le problème. Si vous voulez cette qualité de vie que vous venez de voir, avec cette proximité des gens, avec des gens qui font leurs courses à vélo, avec des gens qui peuvent se déplacer facilement, presque gratuitement, parce que le vélo, ça coûte d'essence. Après, on n'en parle plus. Il faut juste le demander. Et je rappelle, il y a Johan qui est là au fond de la salle, avec Maxime, de Paris-en-Selle, l'association vélo qui est très active ici sur cette zone. N'hésitez pas à aller les voir pour leur en parler, pour vous associer à eux, pour justement formuler ces demandes. Parce que les politiques, ils ne sont pas contre. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de citoyens pour le demander et bien articuler ces demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À propos des politiques, tout à l'heure, on a eu le représentant de la mairie de Saint-Denis qui nous a dit oui, le vélo c'est l'unité voirie, du coup c'est pleine commune. Mais il n'a pas dit que les élus de pleine commune, c'est des élus de Saint-Ouen, c'est des élus de Saint-Denis. Du coup, c'est les mêmes. Alors, c'est deux langages qu'on ne peut pas accepter. Les élus de partout, ils font la politique qu'on a ici. Du coup, c'est à eux aussi de pousser les communautés de communes, pleine commune, à faire ce qu'il faut sur leur ville. C'est inadmissible de voir qu'à Saint-Ouen, il n'y a aucune piste cyclable. Ces élus, pour qu'ils puissent justifier des actions de leur part, il leur faut une demande. Parce que comme je disais, le déplacement de base, aujourd'hui, c'est toujours la voiture. On croit toujours qu'une route, c'est par définition dévouée à l'automobile et à rien d'autre. Souvent, il n'y a pas de piste cyclable. Donc, intuitivement, on est programmé comme ça. Donc, pour qu'un élu, pour qu'il ait le courage, parce que ça demande du courage, de se dire, je vais réserver la place qui aujourd'hui est dévouée à l'automobile à quelque chose d'autre, en fait, il a besoin de soutien. Et aujourd'hui, dans pleine commune, il n'y a pas d'association vélo. Il y en a plein. Il y a un comité vélo, effectivement. Il y a un comité vélo qui est présent. Mais il y a un comité vélo, il y a un dialogue, un début de dialogue qui existe, mais qui n'aboutit. Qu'est-ce que je suis ouais. Moi j'ai une question. Ouais. Moi je travaille à Saint-Ouen et j'ai une question pour les élus de Saint-Ouen, s'il y en a quelques-uns dans la salle. Tout Saint-Ouen c'est un grand chantier. Moi je travaille à Alliance. Là on a le RERC devant nous et on va avoir la ligne 14 qui va arriver. Est-ce qu'il est prévu du stationnement vélo? Est-ce qu'il est prévu, quand ils vont refaire toutes ces routes, d'appliquer la loi Nord pour avoir des bandes cyclables ou des pistes cyclables? Est-ce que ça va être appliqué? Est-ce qu'ils vont
obéir à la loi ou est-ce que ça va être juste rasé et ils vont créer beaucoup d'espace pour les voitures et pas d'espace? Moi je sais pas, moi je travaille à Saint-Ouen, moi j'aimerais bien que ce quartier devienne sympa parce que pour l'instant je ne voulais pas du tout. C'est un grand chantier de poussière et de toutes sortes de choses et j'aimerais voir quelque chose de sympa sortir de terre avec des pistes cyclables. Alors, merci pour cette question. Je vais expliquer d'abord peut-être. Est-ce que vous allez pouvoir Oui. échanger également avec M. Voiry, qui est chargé de la voirie à la mairie de Saint-Ouen, qui est sujet de... Alors c'est un peu la petite explication que j'avais donnée en début de présentation du film. Effectivement, dans tous les projets qui sont en train de se réaliser à Saint-Ouen, il y a une place pour le vélo, effectivement, qui est donnée. J'ai donné l'exemple tout bête du boulevard Victor Hugo, qui est une voie départementale. Nous travaillons de concert avec le département pour l'aménagement de ces axes. Donc il était prévu au départ juste des bandes cyclables de pente, d'accord. Bon, nous avons considéré que sur un axe majeur comme ça valait le coup quand même de mettre des bordures en granit pour bien sécuriser les cyclistes qui circulent. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire. Le département doit revenir vers nous avec un projet. L'avenue Gabriel Péry, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, on voit bien quand on a des bandes cyclables juste sur la chaussée, ça sert de parking pour aller acheter sa baguette, pour boire son café, pour acheter le boucher. On voit bien l'avenue Gabriel Péry. Donc le département est revenu vers nous parce qu'on voulait refaire juste la peinture. Et ils sont revenus vers nous avec un projet où de la rue Otino, pour ceux qui connaissent, jusqu'à la porte de Saint-Ouen. On va déplacer le stationnement, d'accord, pour faire la bande cyclable entre le trottoir et le stationnement, pour que les cyclistes soient en sécurité. Voilà. Alors juste... Voilà, et juste, vous parliez du stationnement. Moi, je veux bien une recette parce que si vous regardez dans Saint-Ouen, on a installé des bornes pour accrocher les vélos. Les arceaux. Les arceaux, voilà. La difficulté, c'est que les scooters prennent la place systématiquement. Et ça, malgré que ce soit des arceaux faits pour les vélos, on retrouve systématiquement des scooters attachés à ces arceaux. Voilà. Donc, si vous avez une recette, effectivement, de Hollande, on est assez preneur. Merci. Cette question, cet échange qu'on vient d'avoir là, c'est aussi un bon exemple de participation citoyenne. Il y a une recette pour ça par MDB, juste pour que je finisse de répondre. C'est en fait, il faut effectivement aller au-delà d'une certaine largeur qui empêcherait les deux roues motorisés à s'égarer. Par contre, ça pénalise aussi les vélos cargo. C'est vrai que c'est très compliqué. J'ai juste une chose. Ok, donc ça me rassure, mais j'ai une autre question. Est-ce que vous demandez, ou ceux qui vont s'occuper de ça, demandent les avis aux cyclistes et aussi aux usagers? Parce que je vous raconte quelque chose. À Fournier-Rose, je prends le tram qui passe à Châtillon, et ils ont mis une piste cyclable juste derrière l'arrêt du tram. Donc, ceux qui courent après leur tram qui vient d'arriver, ils ne voient pas que c'est une piste cyclable. Et voilà. Donc je pense que ça a été fait sans avoir posé des questions à des associations, à Paris en Seine ou autres. Est-ce que tout ce qui va être fait comme aménagement est quand même discuté avec des associations qui, elles, savent ce qu'ils font? Comme monsieur l'a précisé, effectivement, la commune a un comité vélo, la commune a la compétence de l'aménagement de la voirie. Donc il y a un comité vélo, effectivement, où les associations sont consultées, elles participent, voilà, je sais qu'il y a eu un livre blanc, il y a eu une petite réunion, pleine communauté là. Donc effectivement, on essaye autant de faire ce peu d'être à l'écoute des gens qui utilisent le vélo. Alors, juste pour réagir à ce que M. Voiry disait tout à l'heure pour ce déplacement des voitures en ligne de stationnement, c'est une très bonne nouvelle. Parce que cette enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, le baromètre des pistes cyclables, a dévoilé que 80% des personnes souhaitent, pour pouvoir se déplacer en vélo en sécurité, des pistes cyclables, c'est-à-dire des pistes qui sont uniquement accessibles au vélo, donc avec une barrière physique, pas une bande cyclable, mais une piste cyclable. Donc, en déplaçant la ligne de la bande de stationnement,
et puis de laisser de la place pour la piste cyclable et ensuite les trottoirs, ça permet de sécuriser le chemin pour les vélos, bien sûr, à condition de bien observer une zone d'emportillage, c'est-à-dire que les portes puissent s'ouvrir confortablement sans taper dans le cycliste. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci pour cette nouvelle de la part de l'UPI. J'ouvre une petite page de publicité parce qu'on parle aussi du courage des gens. Comment espérer qu'une personne novice qui n'est pas expérimentée, parce que notre travail en tant qu'association est surtout destiné à ces personnes-là. Moi, je peux déjà faire le vélo sans piste cyclable, mais 60% des Français ne peuvent pas. Ils ont besoin de pistes cyclables. Alors, ce qui est une solution, c'est des personnes expérimentées. Et il y a Héloïse qui est là dans la salle. Bonjour Héloïse, qui a une plateforme. Peut-être tu peux raconter en 2 mots cette plateforme qui peut aider les cyclistes à sauter le pas. Oui, bonjour. Donc Daniel, Héloïse et moi j'ai créé une plateforme effectivement pour favoriser les gens qui veulent s'essayer au vélo, de le faire de manière plus rassurante, stimulante, etc. Donc ça s'appelle Solimobi. C'est la contraction de solidarité mobilité. Et c'est une plateforme, il y a juste à s'inscrire, c'est gratuit, je tiens à le préciser, parce que moi, mon job de tous les jours, c'est que je vais voir les entreprises pour savoir si elles veulent prendre Solimobi pour les salariés. Donc voilà, parenthèse fermée, donc ce service, il est profondément citoyen pour encourager la part modale vélo et que les cyclistes puissent, à défaut d'avoir des pistes cyclables sécurisées, puissent se déplacer et lever justement toutes ces barrières, ces idées reçues, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Et puis plus on sera de cyclistes, plus ça va bouger quoi. Donc voilà, donc c'est Solimobi. Merci beaucoup. Merci à toi. Juste pour être sûr de le retrouver, celui-là, c'est qu'en fait, pour le trouver, utilisez le hashtag GoVéloTaf. Le vélotaf, ça veut dire aller au taf, au travail à vélo, et le co-vélotaf, c'est-à-dire aller au travail ensemble. Et je suis particulièrement ravi qu'Élise ait développé cette initiative. Pourquoi? Parce que ce sont des associations qui ont commencé à faire. Quand vous tapez carte co-vélotaf sur le moteur de recherche, vous allez tomber sur la carte co-vélotaf interactive de MDB. C'est une grande association de vélo en Ile-de-France. Et c'est très compliqué de développer ça en tant qu'association parce qu'on fait ça en tant que bénévole en plus de notre temps. Alors Élise s'est mise dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site comment ça fonctionne pour que vous puissiez trouver votre coach gratuit. Moi par exemple, j'ai déjà accompagné 2 personnes à aller à son travail à Paris depuis Fontenay-Rose. Et donc du coup, elle a continué à faire cette pratique-là. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ce qui manque, c'est pas seulement des pistes cyclables, mais c'est aussi de l'accompagnement. Et ensuite plein d'autres choses, stationnement, etc. Mais je préfère vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des envies que vous voudriez exprimer ici? Profitez-en. Nous avons l'écoute d'un élu, nous avons l'écoute des autres citoyens, c'est un moment important. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'association cycliste sur le territoire de votre commune. Ça nous fait de la peine parce que quand même, il y a des associations à Saint-Denis. Moi, je représente le vélo à Saint-Denis, le vélo de la Brèche à Aubervilliers, la cyclomine à l'île Saint-Denis, il y a le vélo à Saint-Ouen, l'atelier solidaire, il y a la régie quartier à Stein. Alors là, on n'a pas besoin forcément des Parisiens pour recréer une nouvelle structure, pour nous dire comment faire pour développer le vélo. Tout ça, c'est désolant. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui viennent renforcer nos petites équipes pour apprendre à faire du vélo. Nous, tous les ans, on fait une session de vélo-école. On a 25 élèves qui sont sortis cette année. Tous les dimanches, on fait une balade pédagogique au parc Georges Talbot qui permet aux gens qui ne sont pas très sûrs, qui veulent se remettre à faire du vélo, de reprendre un peu des bonnes habitudes. On fait à la pré-saison, une fois par mois, on fait une balade plus récréative, plus touristique, pour dire que c'est possible de faire du vélo, que ça peut être aussi agréable. Donc dire qu'il n'y a pas d'association cycliste, il n'y a surtout pas besoin de nouvelles structures qui vont prendre les bénévoles qui seraient utiles dans nos associations. Voilà, sinon j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé d'ailleurs par certains aspects assez émouvants. On entrevoit un monde, une vie idéale. Parce
qui était peut-être un aspect qui n'est pas souvent développé dans les bénéfices du vélo, c'est l'aspect cognitif, la gestion de 1000 interactions, de 1000 informations qu'on a et qu'on développe. Donc, surtout pour que les gens commencent à blanchir de leur nez, je trouve ça assez réconfortant de dire que voilà, on fait du vélo et en fait ça nous conforte. Merci. Et voilà, vous êtes la deuxième personne de me reprendre. Je m'excuse, je suis mal informé, visiblement. Et du coup, je transforme mon observation erronée plutôt en une invitation. Parce que j'en profite pour faire une annonce. Le 15 mars prochain, c'est-à-dire le vendredi, toutes les associations de la région de France vont se constituer en un seul collectif. Ça s'appellera le collectif Vélo Île-de-France et ça se passe à Massy à 20h. Il y aura un débat avec Olivier Schneider, le président de la FIB. Il y aura d'autres personnes. Il y aura Stéphane Baudet, le vice-président de la région pour la mobilité. Et donc ce collectif invite toutes les associations à rejoindre ce collectif qui a déjà sa plateforme de communication justement pour que nous puissions travailler plus facilement ensemble et se connaître plus ensemble. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera plus parce que c'est vrai que moi je dois même m'habituer à certains noms des collectivités. Voilà, on essaye de tout connaître, mais ce n'est pas évident. Par rapport à ce que vous disiez sur la capacité du vélo à entretenir la fraîcheur mentale, on va dire. Et tout à fait, c'est ce que le film m'a appris, moi aussi. On dit toujours, vélo c'est bon pour la respiration, pour les muscles, mais c'est aussi bon pour les neurones, effectivement. C'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Bonjour. J'ai trouvé très intéressant dans le film le fait qu'on met beaucoup l'accent sur le plaisir. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il faut faire du vélo pour une question environnementale, mais je pense que c'est là qui pousse vraiment à changer, c'est le fait que c'est une expérience positive et agréable. Et donc, je suis italienne. Je viens d'une ville où les 27% des déplacements sont faits vélo. Et une des villes d'Italie où il y a plus de déplacements en vélo. Et il y a une histoire aussi particulière parce que dans les centres de l'Italie, les centres historiques sont fermés au trafic. Ils sont assez grands. On ne peut pas aller avec les voitures parce que les ruelles sont très petites. Donc, on peut se déplacer à pied ou en vélo. Sauf que le centre-ville, c'est devenu le lieu où il faisait bon vivre. C'est-à-dire que tout le monde allait dans le centre-ville parce qu'il y avait les magasins, il fallait aller en vélo. Et quand on allait dans les banlieues, c'était un peu triste. Parce que, en plus, il y avait pas mal d'accidents avec les vélos et les voitures. Et donc, tout le monde avait cette expérience positive du vélo. On allait partout au théâtre, même tous les politiques de la ville, les personnes importantes de la ville aussi se déplaçaient en vélo. Et donc la banlieue, on a créé ça s'appelle bicipolitaine, des métropolitaines de vélo. Et donc maintenant partout, même en banlieue, il y a des pistes cyclables, mais ce sont des pistes cyclables très très grandes. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a dit qu'à Paris, quand on va en vélo, il faut faire attention à ne pas tomber. Moi, j'ai eu la même expérience. Parce que ça fonctionne bien là-bas. Parce qu'ils sont très grandes, les pistes, et il n'y a pas une piste. Il y a partout, ils sont très très difficiles. C'est vrai. C'est vrai, même à côté de la mer, comme ça. Et donc, ici, par exemple, on doit faire attention parce que quand on va en vélo, il y a l'autre qui passe comme ça, il faut faire attention à ne pas tomber. À la base, il n'y a pas. C'est plutôt c'est sûr qu'en civil, on ne peut pas la comparer. Mais la quantité, disons, il y a des pistes partout, et donc il n'y a pas cette densité qu'il y a ici. Et moi, je pense que ça, c'est fondamental. Quand on commence à faire une expérience, c'est très important le fait d'avoir des lieux dans lesquels
lesquels, par exemple, si à Paris, il commence à avoir beaucoup des pistes cyclables, après, il y a une sorte d'imitation, parce que quand on fait une expérience positive, on a obligé... Je vais revenir sur ce que vous dites sur le positif, parce que en discutant avec le réalisateur, il m'a parlé de son expérience avec, parce qu'il fait beaucoup d'autres documentaires aussi sur le train, par exemple. Il est expert en train, en fait, sur la voiture et tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que des gens n'ont pas tellement envie de parler de leur expérience en train. Pas grand-chose à dire. Par contre, quand il leur demandait est-ce que vous voulez être dans une documentaire et parler de votre expérience au vélo, je dis ouais, je veux bien. Et 80% en général des personnes qui disent ouais, je veux bien en parler. Parce que justement, il y a cette notion de plaisir dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans le film, mais qu'on n'a pas l'habitude de ressortir. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à formuler des arguments chiffrés, avec des objectifs, il faut telle distance, il faut dépenser tant d'argent, des infrastructures, ça coûte tant, et encore, parce que même sur les chiffres, le vélo gagne parce que ça coûte quasiment rien, les infrastructures, ça coûte une infime miette par rapport à ce que coûtent les infrastructures pour les trains, pour les voitures, pour tous les autres, mais on oublie le plaisir. Le plaisir, c'est notre moteur de vivre finalement. Ça a l'air un peu, comment dire, léger comme remarque, mais en fin de compte, moi c'est ce qui motive par exemple tous les matins de prendre la coulée verte pour aller de Fontenay-Rose à mon travail. Je fais un détour. Il y a des routes que je ne prends pas, déjà parce qu'il n'y a pas de bicyclable en plus, mais c'est par cette notion de plaisir, parce que ça tourne, comme il a expliqué. Ça crée un petit challenge, ça crée, comme disait Hugues Seraf, une mini-aventure dans la journée. Donc vous êtes le héros, avec un début, une fin, des rebondissements, de l'adrénaline, des adversaires à combattre, comme il disait, et finalement une expérience qui est beaucoup plus agréable qu'une expérience en voiture en train. Donc c'est ce que, si on met le projecteur là-dessus, on se rend compte que c'est peut-être une valeur que nous n'avons pas assez saisie, tout simplement au plaisir. Parce qu'on n'a pas l'habitude de raisonner en termes de plaisir, on a l'habitude de raisonner en termes de combien on dépense et quels résultats chiffrables on obtient. Voilà, donc merci pour cette remarque. Monsieur. Bonjour et merci pour tout le débat, le film et tout ça. Moi, ça m'inspire un truc. Je suis vélo taffeur depuis que je travaille pas trop loin, depuis que j'ai que 5 km à faire. Et en fait, c'est plutôt dans le discours quotidien avec les collègues. Où, là, ils sont cyclistes ou pas cyclistes? Qui sont pas cyclistes plutôt. Il y a certains cyclistes où là ils disent mais tu viens en vélo mais tu viens de loin, non ça va. Et même quand il pleut, quand il fait froid, toute l'année, et puis t'es pas trop fatigué, il faut que tu prennes une douche en arrivant. En gros il y a plein de questions et puis finalement c'est toujours un peu bon, il y aura forcément un truc qui fera que c'est pas pour moi quoi. Et je connais ça. Et là où là ça m'inspire un peu en me disant il faudrait aller convaincre davantage les collègues et donc changer un peu d'échelle plutôt que ce soit juste quelques discussions avec les collègues pour leur dire c'est vraiment quelque chose de bon pour vous, de bien pour tout le monde, de plaisir, en gros c'est pas juste moi je fais comme ça et puis vous faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment convaincre les gens, moi je pense dans mon entreprise que le vélo c'est bon pour eux. Je vais vous répondre à ça. Je vais essayer de vous répondre à ça. Je pense que le meilleur argument pour le vélo, c'est le vélo. Aucun argument rationnel ne vous mettra sur le vélo. Parce qu'on n'est pas rationnel. Nous cherchons l'habitude. Nous sommes 90% inertie, habitude. Nous sommes des pilotes automatiques. Il est très compliqué de se mettre en discussion, de se mettre en question et de changer son comportement. Je suis le premier. Je vais vous donner un exemple. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai découvert le plaisir immense d'avoir une sacoche. Je n'ai jamais eu de sacoche de ma vie. Et c'est une collègue à moi, néerlandaise, qui m'a dit « mais il faut que tu portes une sacoche. » Et je dis « je vais mettre ça
ça dessus, tout ça. Et puis finalement, elle m'en a donné un. Et je dis, ok, je vais me mettre sur mon vélo. Et finalement, ça va transformer ma vie. Et donc, il faut appliquer ça au vélo. Si vous arrivez à amener quelqu'un pour faire le trajet avec vous, c'est là que la personne peut-être va se rendre compte que, oh, tiens, je ne me rends pas compte que c'était aussi proche, que c'était aussi facile, et que c'est aussi possible finalement. Donc, je vais vous dire autrement. Ceux qui sont en train de raisonner, ce sont toujours les cyclistes. L'industrie automobile ne peut vous donner aucun argument pour vous acheter une voiture. Elle ne peut pas vous dire « Ah, une voiture, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'économie. » C'est pas du tout, ça crée beaucoup de dégâts. Hein, peut-être ça nourrit une certaine quantité de personnes, mais ça détruit beaucoup plus que ça n'en crée. La voiture, ça détend. Non, ça détend pas du tout, c'est stressant, c'est dangereux. C'est très très coûteux, ça détruit notre environnement. Bref, rationnellement, on passerait automatiquement au vélo, mais ça ne marche pas. Il faut tout simplement le faire. C'est comme danser. Tu ne peux pas expliquer ça par la tête. Il faut le faire pour se sentir, tiens, c'est vachement agréable. Et là, les gens pourront le faire. Alors concrètement, comment aider quand même les gens à le faire? Par exemple, on a déjà parlé du site d'Héloïse, mais aussi vous pouvez mettre une affiche sur le local à vélo de votre société pour dire, pour mettre les quelques mots, dire essayez votre trajet, regardez sur la carte Covelotaf, pour inciter les gens à trouver un trajet. Parce que si vous convainquez une seule personne, potentiellement vous convainquez 10 autres personnes autour de cette personne. Et ça marche comme ça. C'est par boule de neige. Et je vais terminer juste par une remarque sur quand je vous ai posé la question, est-ce qu'ils sont cyclistes? En fait, je m'entends parler. Parce que quand on dit cycliste, c'est comme si on disait « Ah, ce sont des personnes, ce sont des extrémistes qui ne se déplacent à vélo ». Il faut faire très attention à ça, parce que quand on veut convaincre quelqu'un à se déplacer à vélo, les gens vont dire « Non, mais je ne suis pas, extrémiste ». Non, le cycliste, c'est toujours une personne qui se déplace à vélo. Et cette même personne pourrait aussi se déplacer à pied. Cette même personne pourrait se déplacer aussi en voiture. Il faut toujours garder ça en tête que le vélo, c'est juste une option. Et ça, je vous donne ces éléments aussi pour le débat avec vos collègues, pour vous montrer qu'en fait, c'est rien d'extraordinaire. Pour terminer, le réalisateur il m'a dit le vélo, c'est pas hollandais, c'est juste logique. Oui, alors là, moi j'ai plus une remarque à faire. Déjà, j'ai été très touchée par la dimension en effet sociale que prend le vélo. Voilà, parce qu'on n'a pas la chance forcément de le trouver dans les rues de Paris, c'est plutôt un combat de tous les jours. Donc j'interviens en tant qu'usagère quotidienne du vélo, en tant que maman et en tant qu'infirmière. Et je le précise parce que je suis. En fait, les images qu'on a vues sont pas sans casque. Et ça me choque, parce que moi je me sens à poil quand je suis sans casque dans les rues de Paris. Et je suis aussi un peu sidérée par le faible taux d'accidents, visiblement, au vu du nombre de vélos qui se croisent et s'entrecroisent. Et donc cette comparaison avec le vol d'oiseaux, enfin voilà, je trouvais ça génial, quoi. Alors, je vais vous répondre à ça, parce que si vous trouvez génial, vous pouvez demander ça ici. Aux Pays-Bas, les cyclistes ne portent pas de casque. Ils ne portent pas de gilet. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des pistes cyclables qui assurent leur sécurité. Parce que les autorités, ils ont fait le nécessaire pour que chaque citoyen ait la liberté de se déplacer à vélo en sécurité, tout simplement. Pour le dire avec une autre phrase, aux Pays-Bas, au lieu de casquer les cyclistes, on casque pour avoir des pistes cyclables. Parce que quand vous casquez un cycliste, vous défaussez votre responsabilité en tant qu'autorité complètement sur le cycliste. Vous dites, la sécurité, c'est la responsabilité du cycliste. Parce que ce que vous faites, c'est dangereux, il faut que vous mettiez un casque pour vous protéger. Ça oublie complètement déjà que le danger, ce n'est pas le cycliste, mais c'est l'automobiliste. Et ça oublie complètement le fait que pour protéger le cycliste, il y a quand même la responsabilité du gouvernement et des autorités. Il faut mettre une barrière entre les cyclistes et les automobilistes quand la vitesse va au-delà de 30 km/h. Donc c'est une responsabilité. Et aux Pays-Bas, progressivement, parce qu'il ne faut pas oublier ce que vous venez à l'écran, c'est une lutte, ça a duré très très longtemps pour mettre ça. Ils ont mis en place péniblement, petit à petit, ce réseau continu sur lequel tout le monde, les
je pense ma maman, ma fille de 6 ans, personne de 76 ans, tout le monde, mes grands-mères, mes grands-pères, tout le monde peut faire du vélo. Donc le casque, c'est une sorte d'aveu de faiblesse. Quand on voit un casque sur une tête, en fait, on sait que il fait donc quelque chose de dangereux. Il est donc dans un environnement qui n'a pas été équipé par le pouvoir public pour faire du vélo. Alors qu'il y a, madame tout à l'heure l'a dit, il y a une loi LAURE en France, LAURE, c'est la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Retenez juste le LAURE, c'est très facile. Et c'est une loi qui dit que chaque commune qui aménage ou réaménage une partie de sa voirie doit mettre en place un itinéraire cyclable. Je cite, c'est un itinéraire cyclable. Donc, et cette loi existe depuis 1996. Et si cette loi avait été appliquée depuis 1996, aujourd'hui, la France serait comme les Pays-Bas parce que les routes se font quand même tous les 20 ans, et du coup, on aurait des itinéraires cyclables partout. Mais cette loi n'a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de demandes du public derrière, parce qu'il y a un lobby automobile, on en a parlé tout à l'heure, qui est extrêmement puissant et qui est plus fort que ça. Donc si nous, en tant que citoyens, après avoir vu ce film, ont envie de ce changement, et que si nous commençons à demander, par exemple, à voir la mairie si le projet est en cours, pour demander qu'est-ce que vous faites pour le vélo, là, vous allez voir, ça va changer. Et là, du coup, on n'aura plus besoin de porter le casque. On va passer à une dernière question, parce qu'il faut qu'on ferme la séance à 18h. On va encore avec monsieur, vous avez déjà posé une question. Bonsoir, c'est juste un commentaire. Donc, je suis cycliste moi aussi, je fais Saint-Ouen, Belleville tous les jours au vélo. La semaine dernière, j'ai un peu arrêté parce que j'étais fatigué de me bagarrer un petit peu contre l'environnement. C'est-à-dire que même s'il y avait des pistes cyclables, elles ne sont pas toujours praticables. Et là, du coup, je pense à ceux qui sont cyclistes, ceux qui ne sont pas cyclistes. Moi, mon idée, c'est pas forcément de transformer tout le monde en cycliste, peut-être aussi, peut-être pas mal, mais les gens qui vont utiliser cet emplacement où ils peuvent se garer pour juste travailler, ou alors pour déménager, ou pour vendre des choses à la sauvette, qui vient faire en sorte que la piste cyclable, tous les 150 mètres, je suis obligé de la quitter, d'aller sur la route et de revenir. Et du coup, là, je ne sais pas du tout comment il faut faire pour parler à ces gens, pour parler à tout ce monde-là, parce qu'ils me sont extrêmement nombreux face à oui. Je suis un peu tout seul, mais pas tout seul heureusement, mais qui me sentent tout seul à ce moment-là. Mon idée, c'est pas leur dire prenez le vélo et c'est pas prenez mon handicap pour voir qu'on est à plus dans le vélo, c'est pas prenez mon vélo, c'est juste laissez-moi être là où j'ai le droit d'être et c'est normalement autorisé spécifiquement pour moi. C'est un cri de cœur, ce que vous dites. Et je vais vous donner quelque chose que j'espère va vous remonter le moral, parce que les personnes à vélo sont très nombreuses à se sentir seules. Moi aussi, je me sens souvent seul. Mais depuis que je suis dans le monde associatif, je ne suis plus seul. Et vous n'êtes pas seul non plus, et vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes extrêmement nombreux à trouver inacceptable que des personnes en voiture se garent sur les bancs de pistes cyclables alors que c'est passible d'une amende de 135 €. 135 €. Pourquoi? Eh bien, parce que vous mettez quelqu'un en danger. Il y a peut-être presque un an, une personne à Strasbourg est décédée parce que une personne s'est égarée sur la bande cyclable et ce qui s'est arrivé a dû se déporter, paf, a été tapé par une voiture, décédée. Cette personne a écopé seulement d'une amende de 6 mois avec sursis. Je ne vais pas commenter cette décision de justice, mais ça montre quand même la gravité de cet acte. Alors que faire concrètement? Je pense que ça dépend du moment. Déjà, savez-vous pas seul? Vous n'êtes pas seul. Première chose. Deuxième chose, faites comme vous le sentez. Parfois vous êtes découragé, parfois vous êtes fatigué, vous voulez rentrer. Du coup, vous rentrez. Enfin, vous faites des tours, et voilà, parce qu'on ne peut pas toujours dialoguer avec tout le monde. Mais n'hésitez pas à toquer sur la fenêtre et dire excusez-moi, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes garé sur une bande cyclable. Et miracle, il m'arrive de plus en plus souvent d'être surpris par des gens qui disent ah oui, excusez-moi, je me déplace. Et oui, ça arrive. Aussi, ce qui arrive de plus en plus, ce qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux et qui est fantastique, il y a des livreurs qui commencent maintenant à se garer sur la voie chaussée en laissant l'espace sur la bande cyclable libre. On voit ça, on le filme,
on le met en ligne pour ne pas que montrer des choses négatives. Donc, si vous le dites à la personne, si vous le dites, c'est toujours la loi du nombre. Il faut le dire tous ensemble. Et comme ça va finir par marcher. Vous savez aussi comment? Parce que pourquoi ça n'arrive pas aux Pays-Bas? Parce que les pistes cyclables sont trop pleines. Ils sont trop pleines, les gens ne peuvent même pas se garer dessus parce qu'elles sont utilisées. En France, on va y arriver, évidemment, parce que même s'il n'y avait pas d'association cycliste, parce que l'envie de pouvoir se déplacer de façon facile est là. Il y a trop d'embouteillages, etc. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à vous exprimer auprès des élus, auprès des usagers qui ne se comportent pas comme il faut, toujours avec tact, avec politesse, mais exprimez-vous. Et ça va finir par changer, j'en suis intimement convaincu. Merci beaucoup. J'aimerais conclure en vous rappelant un événement qui aura lieu le 23 mars, peut-être que tu souhaites en parler. C'est un événement interassociatif sur tous ensemble. Justement, quand vous nous dites exprimez-vous, donc on a l'occasion de s'exprimer tous ensemble le 23 mars, le samedi 23 mars. On fait une grande balade à vélo dans Saint-Ouen. Ça démarre devant la mairie. On se retrouve entre 10h30 et 11h. On partira à 11h de la mairie et on va cheminer en vélo dans tous les quartiers de Saint-Ouen. On a une belle balade à faire tous ensemble et surtout pour exprimer qu'on est nombreux, qu'on a besoin de plus d'infrastructures cyclables, de plus d'aménagements sur la ville. Et la veille, le vendredi soir, si vous voulez venir décorer votre vélo, prévoir des panneaux, des affichages, les mettre pour qu'ils tiennent sur votre vélo, vous pouvez venir à l'atelier solidaire. Le vendredi soir, on a un atelier de décoration de vélo. Et à la suite de cette balade en vélo, de cette vélo-motion, la première à Saint-Ouen, on fera un pique-nique à côté de la mairie. Un petit city devant la mairie, ce sera très sympa. Histoire de reprendre des forces. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. On ferme à 18h. Je veux gentiment vous inviter à gagner la sortie. Je vous souhaite une bonne soirée.